Différent. Oui, mais en coopération. Et ce que je voudrais dire simplement, à la première question de Fabrice, que retenez-vous de cette histoire? Eh bien, je vais dire que répondre oui à Fabrice, et surtout les jeunes étudiants et chercheurs qui sont dans son entourage, attention, c'est un engagement, et un engagement qui comporte beaucoup de boulot et des interrogations perso. Et franchement, quand il nous introduit une thématique, quels sont les impacts personnels que le sujet lui-même, comme la prévention du suicide, peut avoir, eh bien, je pense que ce soit les jeunes, que ce soit les âges moyens de la vie, que ce soit, comment on dit, pour être correct, les plus avancés, eh bien, ça bouscule. Donc, vous êtes prévenus, mais faites-le, parce qu'on ne regrette pas. On ne regrette pas parce qu'on s'interroge, et moi, évidemment, ce que je vous propose, c'est une petite lecture de chercheurs encore engagés dans des domaines comme les comportements humains, la santé humaine, et un certain nombre, évidemment, de places qu'on demande dans l'éco-construction, dans notre citoyenneté et notre démocratie aujourd'hui. Donc, sur la diapo, Hervé. Alors, ce que j'allais... Tu l'avais où? Il faut activer juste un tout petit peu là. Tiens, vas-y. Alors, ce que je voulais simplement vous faire remarquer, c'est que l'UNPS, depuis sa création, a des liens avec le monde de la recherche publique. Prenez, et dans le bouquin de Fabrice, ça regorge les témoignages, que ça soit de l'INSERM, que ça soit de l'INED, que ça soit des universités, des facs de médecine. L'UNPS, aujourd'hui, c'est toujours un réseau d'associations. On a vu ce matin comment ce réseau est fidèle à ses fondateurs et également ouvert à de nouvelles associations, de nouveaux collectifs, de nouveaux adhérents individuels. Et là, bien évidemment, j'insisterai sur enseignement, recherche. Et c'est quoi cette recherche publique aujourd'hui? Interrogeons-nous notamment sur le statut de la recherche publique par rapport à son indépendance. Et je fais confiance à Fabrice, comme à tous ceux qu'il a fait écrire dans ce bouquin. Eh bien, je pense que ce sont des gens convaincus de leur statut et qui impliquent une recherche indépendante. Alors évidemment, j'ai un regard tout à fait biaisé, je l'accorde. Avant Covid, les épidémiologistes, même avant le sida, on nous avait dit « vous allez changer de métier, il faudrait peut-être vous reconvertir. Ok, vous avez fait des études de médecine, mais vous faites de l'épidémio, vous avez fait des études scientifiques comme moi, et vous êtes dans le domaine de la santé, maintenant c'est fini. On a fait tellement de progrès qu'à part quelques MST, il n'y aura plus de boulot pour vous. » L'histoire a dit le contraire. Et donc les épidémios, vous les avez entendus, même à mon avis un peu trop, au moment du Covid, quand passaient les micros, il y en avait, ils ne pouvaient pas se retenir, et ils se les prenaient pour raconter. Bon, ils auraient mieux fait de se taire. Mais mon petit regard encore à moi, c'est de rappeler que l'épidémiologie, c'est la description des phénomènes, et Jean-Baptiste Azot nous a bien montré combien les indicateurs de santé publique sont utiles, ne serait-ce que pour relativiser les phénomènes et ne pas confondre les cancers avec les suicides, même s'il y a probablement beaucoup plus d'intersections qu'on ne veut leur raconter aujourd'hui. Évidemment, c'est le volet analytique. Et là, je crois que toutes ces dernières années, et on le voit bien dans les différents chapitres, combien la recherche des facteurs de risque a pu montrer leur diversité, que ce soit sur un plan personnel, familial, y compris génétique, et évidemment social, avec un clin d'œil à Marx sur l'écologie et l'environnement. Et puis,
En même temps que les facteurs de risque, bien sûr, les facteurs de protection. J'ai toujours pris pour l'UNPS une lecture du réseau avec un grand symbole des facteurs de protection, c'est SOS Amitié. Et puis, l'épidémiologie évaluative. Et Dieu sait qu'elle a du mal à se faire entendre dans un cadre de recherche indépendante. C'est les bilans, c'est les indicateurs, mais là, évidemment, il y a des confusions, des fois dommageables, sur les interprétations et surtout sur l'utilisation des chiffres. Il y a des confusions avec les registres médico-administratifs qui n'ont rien à voir avec de la recherche en santé. Études d'épidémiologie clinique également. Comment? Et là, très vite aussi, le cadre national aujourd'hui, et Pauline Mercier nous l'a bien rappelé, grand merci, on a une politique de prévention qui a quand même connu, même si on peut toujours regretter de ne pas avoir des cadres aussi bien définis que dans d'autres pays, eh bien, on a des applications concrètes, comme aujourd'hui avec la stratégie nationale de prévention du suicide, où on peut vraiment décliner les niveaux de prévention universelle, sélective, ciblée et bien sûr post-vention. Une recherche participative, et je crois que l'INSERM, là, est vraiment illustrative. Thérèse, je suis sûre que tu te souviens de l'expertise collective sur l'autopsie psychologique, où s'il n'y avait pas eu l'épidémie à France Télécom, on aurait pu poursuivre ce travail d'expertise opérationnelle avec un engagement des associations tel que l'INSERM le proposait et le favorisait. Mais pourtant, ça a quand même continué avec une mission Sciences Association qui est aujourd'hui transformée avec un département, donc une équipe dédiée au siège sur sciences et société. Alors évidemment, moi je terminerai sur la deuxième question, c'est quoi l'avenir? Et bon, je passe le relais, hein. Donc, où est la recherche interdisciplinaire? À vous entendre ce matin, avec nos différentes associations, à évoquer tout ce que les 40 contributeurs du livre de Fabrice ont pu apporter et dégager. Et on a fait un petit travail ChatGPT avec Liliane. On a vu que la recherche interdisciplinaire, tapez donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses déjà décrites. Et notre domaine s'inscrit complètement dans cette notion, ce besoin essentiel de recherche interdisciplinaire. Parce qu'Éric Gras l'a bien montré tout à l'heure. Le contexte, le territoire, la démographie, la géographie, nous a même illustré avec des photos très parlantes de Corrèze. L'interministérialité, le DGS ce matin, il nous l'a bien dit, il a été président du Haut Conseil pendant 3 ans et il a insisté là-dessus. Qu'est-ce qu'on a du mal? Ok, on ne travaille pas toujours entre hôpitaux, associations, mais au ministère, ils travaillent entre eux. Je ne suis pas convaincue, loin de là. Démocratie en santé. Où en sont, Marc, tu l'avais invité, ton copain de Tours, président de la Conférence nationale de santé, Emmanuel Ruche, où on en est de cette démocratie en santé. On avait applaudi pourtant la loi de 2002. C'est quoi l'application aujourd'hui? Et moi, j'aimerais bien aussi qu'on ouvre encore plus les disciplines. Et aujourd'hui, grâce d'ailleurs à Astrée ce matin qui nous l'a rappelé, les sciences économiques et sociales, faire de l'évaluation sur les coûts évités, ça serait peut-être un peu mieux que de nous raconter que la prévention, ça ne sert à rien, ça coûte, et puis c'est tout. Et ben voilà. Et les sciences politiques, parce que dans les sciences politiques, tous les gens qu'on envoie à Sciences Po, Chambéry, Sciences Po, il y en a un peu partout, des Sciences Po, et ben c'est eux qui vont être quand même ou les conseillers ou les décideurs directs. Et ben moi, j'aimerais bien qu'on leur dise, venez donc travailler un peu avec nous, mais en recherche interdisciplinaire.